quand le téléphone est devenu électrique. Ça vous choque si je dis ça, si ça vous choque pas? J'ai regardé à côté dans le garage ce qui me restait comme téléphone, mais je crois qu'il y a 2-3 ans, on avait porté tout ça au recyclage fini. Gros machin à cadran rond, vous vous rappelez? Puis bien avant, celui qu'on mettait au mur. Il me reste juste ça de la période téléphone fixe. On appelait ça des bases. On les mettait, mais même ceux-là, on pouvait les transporter dans la maison. J'en retrouvais juste un petit qui avait échappé au recyclage. Minuscule, ces petits trucs à clapper. Non, si, ouais, on déroule comme ça. C'est un Samsung, mais Rogers, c'est quand on était au Québec, l'année 2009. Le téléphone, ça servait qu'à téléphoner, donc on pouvait miniaturiser. Ça semble un objet banal, même si aujourd'hui on peut filmer 4K, on peut envoyer des images, on peut ne jamais se servir de la fonction téléphone. C'est là où, ces temps-ci, je me suis vraiment pris ce classique McLuhan, Understanding Media. Moi, je l'avais négligé. Ouais, question média, vous savez, les trucs de com et tout ça, ça m'intéresse pas. Puis finalement, et c'est des chapitres argent, bande dessinée, la roue, la bicyclette, la photographie, la presse, les pubs, les jeux, le télégraphe, la machine à écrire, et là, un chapitre qui s'appelle téléphone. C'est court, 6-7 pages. Phonographe, radio, magnétophone, télévision. Ce qui est génial, c'est que McLuhan, il n'y a aucune chose de force là-dedans. Simplement, il pose des questions. D'ailleurs, quand il y répond, nous, à 50 ans de distance, on répondrait plutôt autrement que lui, un petit peu. Simplement, on répond autrement que lui à des questions qu'il nous a posées sans que nous, on les pose. Et donc, on est en 1875. C'est l'âge de quoi? C'est l'âge du télégraphe. Le petit poussoir, comme ça va très très vite. SOS, l'entre. On a tous ça même dans nos mémoires. Même moi, dans mon enfance, on allait encore à la poste envoyer un télégramme. Stop. Et le mot téléphone, c'est pas encore inventé le téléphone? Si, le mot téléphone, il est bien plus ancien, figurez-vous. Le mot téléphone, il vient tout simplement transporter la voix à distance. Mais là, en Touraine, dans les châteaux, vous savez, des dispositifs, dans les trucs d'escalier, dans les grands salons. La question, c'est pas que je dise des bêtises, je suis pas dans ma spécialité. C'est que vous invitez à ce territoire, et puis ce territoire, peut-être on l'examine ensemble, puis vous, avec des éléments plus costauds, vérifiez que les miens. Moi, à quoi on peut servir, nous? Écriture, sinon en saltimbanque. Divagationner, mais divagation quand c'est mal armé, c'est pas si mal, non. Donc dans nos châteaux XVIe siècle, il y a des conduits, c'est juste des petits tubes, enfin des trous ménagés dans les maçonneries, et puis quand vous parlez, eh bien ça passe dans tous les coudes, et puis là où sont, dans la cuisine où sont les domestiques, on entend la voix de son maître. Expression qui aura un beau destin plus tard, mais pas celle-là, pas dans ce cadre-là. Et donc, téléphone, il y a des choses beaucoup plus perfectionnées qui émergent dans ce début du 19e siècle. Par exemple, si on prend des morceaux de bois, le bois travaille en compression, les fibres sont longitudinales, et donc si on relie deux endroits avec un morceau de bois comprimé, eh bien, vous faites vibrer quelque chose d'un côté, vous obtenez la même vibration de l'autre. Téléphone, en fait, il est né comme ça avec quelque chose de matériel d'un point à un autre. Prenez Edison, on est toujours en cette année 1875. Pas n'importe qui, Edison, avec ses cylindres de cire, les petites aiguilles, la reproductibilité du cylindre, et puis ce grand pavillon. C'est quand même dingue, non, cette invention? Même si nos appareils à musique, ça revient à la mode. Un jour, je voyais à New York, quand on envoie un morceau à quelqu'un, on envoie un gros colis et dedans, il y a un petit magnéto-cassette, vous mettez la petite cassette. Ça revient à la mode, c'est complètement débile. Moi, c'est quand je me suis acheté mon premier petit Grundig à cassette. Waouh! Bah donc c'est fini, on n'a plus besoin de rien pour écouter de la musique. Même les enceintes, on les fait marcher en Bluetooth, on les commande à la voix. On est dans une drôle d'époque. Mais c'est bien pour ça qu'il faut aller creuser. Donc Edison, sur quoi il travaille en 1875? Un téléphone à eau.
Figurez-vous que si on utilise du mercure, c'est lourd le mercure, cette vibration, le mercure, il peut la transmettre. Eh bien, ensuite, on met ça dans une colonne d'eau, et de l'autre côté, on remet un petit peu de mercure, et puis la reproductibilité du son, vous l'assurez. Edison est sur cette idée, sur cet imaginaire du téléphone. Et monsieur Graham Bell, Alexandre Graham Bell, eh bien, cette année 1875, Graham Bell, lui, sans problème. Pour les aveugles, on a l'alphabet braille. Le doigt touche, reconnaît la disposition des petits points et le non-voyant est capable de lire. Même si ça aussi, aujourd'hui, avec les synthèses vocales, c'est des outils qui évoluent en permanence. Eh bien, Bell, en 1875, son job, c'est comment, avec le télégraphe binaire, point-trait, rapidement, peut fabriquer des séquences qui reproduiront pour l'aveugle les lettres. C'est-à-dire comment, avec ce codage linéaire, je peux, pour les non-voyants, refabriquer quelque chose qui soit du braille à l'autre côté du fil. Ça vaut le coup, non? Maintenant, il faut que je vous parle d'un Allemand qui s'appelle Helmholtz. C'est un grand bonhomme, tous les acousticiens le connaissent. Toute cette deuxième moitié du 19e siècle, c'est un type qui va faire toutes les bases de l'acoustique. Il va arriver à décrypter, analyser les sons, en particulier les sons des instruments, les harmoniques impaires, harmoniques paires. Il va être le premier à essayer de déchiffrer ce qui se passe dans un orchestre et pourquoi ces résonances si singulières entre l'instrument et la psychologie, la sensation, l'émotion humaine. Comme il est le premier, l'Allemagne, ça compte quand même quelques musiciens et fabricants d'instruments. Le boulot de Helmholtz va être considérable. La grande œuvre de sa vie, ce sera quoi? C'est quoi la voix? La voix, c'est pas un instrument. C'est beaucoup moins parfait, c'est beaucoup moins organisé. C'est des trucs organiques. Ça dépend tellement de facteurs. Qu'est-ce qui fait que notre phonation peut devenir langue? Eh bien, Helmholtz va être le premier à analyser la langue en elle-même, la phonation en elle-même. Non, simplement les voyelles. En travaillant sur les voyelles, il va essayer de les synthétiser avec des appareils électriques. En amenant ces appareils électriques à synthétiser ce qui ressemble à un A, un I, il va pouvoir commencer à examiner qu'est-ce qu'est le spectre de l'émission d'une voyelle. Ça, c'est le boulot de Helmholtz. Et son boulot est contesté. Personne n'y croit. Comment de l'électricité pourrait fabriquer de la voix? Et c'est un grand mystère. Prenez Jules Verne, le château des Carpates. On touche à des choses très mystiques. Et dans les expériences qui voudront interroger les théories de Helmholtz, il y a les expériences qu'on fait avec des grenouilles. Alors, on fabrique un organe qui sera à la fois émetteur et récepteur. On utilise des membranes, et ces membranes, on utilise comme les petites chaînes d'osselets qui font vibrer le tympan. On amène le circuit électrique sur ces petits faux osselets qui vont percuter la membrane, et on va utiliser des grenouilles, parce que le cri de la grenouille, je vous le fais là, c'est pas très beau, peu importe, mais c'est pas des choses avec des dentales, D, P, R, S, T. Non, en émettant des voyelles par la synthèse des instruments de Helmholtz, on va pouvoir voir si la grenouille est capable de la distinguer comme étant celui d'un congénère ou d'un danger, d'une alerte. Ce livre, en 1877, non, et donc c'est 1875, l'année de bascule, le gros livre dans lequel Helmholtz explique ses théories sur la reconstitution synthétique de la voix, est traduit dans le monde anglo-saxon. Edison s'en empare, et Graham Bell s'en empare. Alors est-ce qu'on pense au téléphone? Ben non, même pas. Pas encore. À quoi il pense, Graham Bell? Dans ce que fait Helmholtz, pour synthétiser la voix, il a mis au point des résonateurs. Mais ces résonateurs, ils sont que pour des spectres très limités de fréquences, parce que c'est des instruments encore très, très frustes, avec un dispositif de 6 ou 8, on en a quelques-uns encore dans les musées scientifiques, avec une batterie de résonateurs, on peut recomposer l'étendue de la voix humaine. Oui. Mais dans le moment où le livre de Helmholtz
arrive aux États-Unis. Évidemment, uniquement dans un monde de savants, un monde très limité. La revue scientifique qui fait part des découvertes de Helmholtz et de ce qui se joue dans le livre de Helmholtz simplifie. Elle fait une faute. La faute de compréhension ou de traduction, elle est que Helmholtz a réussi à transmettre de la voix par une ligne électrique comme celle du télégraphe. Et c'est là que Graham Bell n'a qu'une hâte, se procurer ce livre, se faire traduire des passages, puisque le livre n'est pas encore disponible déjà en traduction anglaise, ça va l'être quasiment en même temps. Et lui, son illumination, c'est quoi? Ce dispositif où vous avez une batterie de résonateurs. Si vous utilisez ça au départ et à l'arrivée, alors à ce moment-là, par la même ligne télégraphique, au lieu que ce soit un télégramme et puis un autre, un télégramme et puis un autre, eh bien vous allez pouvoir passer 8 ou 10 messages simultanés parce qu'ils seront dans une plage de fréquences très différentes et puis qu'au bout, on n'aura qu'à réanalyser et décrypter. L'invention réelle de Graham Bell à partir de Helmholtz, c'est dire est-ce qu'on peut inventer un télégraphe avec plusieurs choses simultanées? C'est des choses qui nous rejoignent. Pensez à... Enfin, peut-être qu'il y a pas mal parmi vous qui ne s'en rappellent pas, mais en 2004, quand le bureau du Mac, après Sony et IBM, est devenu multitâche. Vous pouvez voir la petite fenêtre Twitter, la petite fenêtre musique, le navigateur, et puis qu'en même temps, vous continuez sur votre traitement texte. C'est d'autres questions que ça ouvre. Mais ce multitâche, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait moins de 15 ans qu'on vit avec. Et puis ce jeu de faire passer des messages codés de façon linéaire, binaire, sur des fréquences vocales différentes. Rappelez-vous comment le haut débit est venu à l'Internet avec l'ADSL. On utilisait les vieilles lignes de téléphone, les vieux fils de cuivre, et puis sur la haute partie de la bande fréquence, celle qui vibre à haute fréquence, encore pour le téléphone, hein, on faisait passer le signal de l'Internet descendant, et sur le signal basse fréquence, dissymétrie, c'est pour ça que ça remontait bien moins vite que ça descendait, ce que vous expédiez sur le web. Ces idées de Graham Bell, elles ne sont pas à regarder aujourd'hui avec une grande distance dedans. Et bien vous la voyez venir, l'invention du téléphone. Moi, le paradoxe, c'est ça. C'est-à-dire que Graham Bell, au moment où il travaille sur les résonateurs de Helmholtz, ceux en amont, ceux en aval, avec seulement comme idée de transmettre plusieurs messages télégraphiques simultanément au lieu de les envoyer un par un. Eh bien, découvre qu'on peut transmettre une voyelle d'un bout à l'autre d'une ligne électrique, mais ce n'était pas du tout ce qu'il avait pensé, parce que le téléphone n'est tout simplement, et à lui, pareil qu'à Edison et ceux de 1875, n'est pas dans leur perspective du possible, de l'imaginaire. Et alors, le texte, il est facile à trouver sur Google Books. C'est une conférence qu'il fait en 1877 à New York devant la Société des ingénieurs du télégraphe. C'est un texte fabuleux parce que là encore on se retrouve, c'est comme dans ces sociétés de géographie au temps de Jules Verne. Graham Bell explique avec une honnêteté incroyable les étapes de sa découverte. Il y a aussi après des trucs très techniques sur les paquets d'émissions, sur la recomposition, comment justement on arrive à ne plus avoir besoin de cette batterie de résonateurs, mais simplement qu'en remontant les paquets électriques dans leur truc de fréquence, la recomposition vocale au bout s'effectue. Et je laisse les détails, c'est pas la technique qui est importante. Ce qui est formidable dans la conférence de 1877, c'est-à-dire que le téléphone, évidemment, va prendre un essor immédiat, géant, c'est une espèce d'explosion considérable. Mais Graham Bell, ce qu'il explique, c'est que c'est pas ça du tout qu'il cherchait. Est-ce que c'est juste une question de sérendipité? Non, c'est plus profond, c'est-à-dire transmettre l'information à distance, c'est quelque chose d'extrêmement originel, qui touche à des symboliques extrêmement profondes, et la voix touche à des symboliques encore plus profondes. D'ailleurs, dans l'expansion du téléphone, rappelez-vous ce texte
tellement incroyable que nous tous, que dans le monde littéraire, on connaît par cœur, c'est Jules Robida, qui fait un texte qui s'appelle « La fin des livres ». C'est quoi la fin des livres? C'est que justement, comme la voix peut être transmise, la voix qui lit un livre, on peut la miniaturiser, et chez vous, elle peut vous arriver aussi par des appareils miniatures, et donc le geste de lire peut être remplacé par cette inflexion de la voix. C'est-à-dire que Robida, en pleine science-fiction, dyschronie, invente ce processus qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on peut nommer avec Flusser le recoding, c'est-à-dire là où on émet du langage, on le transporte sous forme informationnelle, et quand on le recompose dans cette relation auteur-lecteur, on peut le recomposer directement. Robida voyait la voix, on sait aujourd'hui que là, tout simplement, c'est dans le temps même de l'improvisation YouTube, c'est aussi la voix, l'image. Et c'est ce texte de la conférence Graham Bell, si je le trouve si beau, magnifique, c'est pour deux choses aussi. La première, c'est que le moment où il comprend que une voyelle peut être transmise à distance par sa ligne de télégraphe électrique, il est dans la déception totale qui est que non, Helmholtz n'avait pas cherché ça et Helmholtz n'avait pas réalisé ça. C'était une erreur dans la façon dont on avait rendu compte du livre, les expériences de Helmholtz, de synthèse par l'électricité de la voix. On pouvait le fabriquer, mais directement sur cette espèce de fausse oreille qui trompait les grenouilles. Mais là, tout d'un coup, il pense que si on peut synthétiser à distance les voyelles avec ces résonateurs, finalement, la dentale et les consonnes, c'est pas plus compliqué. Et là, il a ce mot, et un mot qui est en anglais extrême, enfin, c'est pas qu'il soit rare, mais en tout cas, il est de très peu d'usage. F-E-A-S-I-B-L-E. C'est-à-dire, c'est le mot faisable. C'est faisable, on va le faire. C'est notre adjectif français tout banal. Mais en anglais, c'est feasible. En gros, c'est faisable, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut concevoir, et si on le conçoit, on peut arriver à le construire. C'est pas simple, mais on va y arriver. Et ce mot va apporter tout ce que l'imaginaire n'avait pas été capable de produire, c'est-à-dire que la voix pouvait être transmise par une ligne télégraphique, et le titre même de la conférence, le téléphone électrique. C'est pour ça que cette vidéo s'appellera comme ça. Le téléphone, on le connaît en bois, on le connaît en colonne d'air. Edison travaille sur des solutions avec du mercure. Et Graham Bell utilise l'électricité pour fabriquer le transport de la voix à distance. Alors évidemment, rappelez-vous, en 1920, c'est à peine 45 ans plus tard, et ce passage du temps retrouvé de Marcel Proust, où on a vu toutes les étapes du téléphone. Le téléphone chez le père au ministère, après le téléphone chez la concierge dans la cour de l'hôtel des Guermantes, après le téléphone qui s'installe dans le couloir, dans l'appartement du narrateur avec les scènes de jalousie. Albertine dit qu'elle ne peut venir parce qu'elle est trop loin, il est 1h du matin. Et le narrateur qui dit « Mais je vous envoie une voiture ». Mais qu'est-ce qui lui prouve qu'Albertine dit vrai? Et c'est toute l'ambiguïté du téléphone. Regardez La voix humaine de Cocteau en 1935. En tout cas, dans le temps retrouvé, Odette Swann. Et si c'est pas Odette, c'est une de ses copines qui dit au narrateur « Toute cette invention est simplement pour que l'après-midi, on se transmette nos potins ». Donc le téléphone, c'est dissous. Et il s'est déjà dissous dans les usages de masse. Je crois qu'en 1909, quand Proust obtient le téléphone, ils sont déjà 9000 abonnés à Paris. Et vous savez que l'opéra transmet à distance ses concerts. Et Proust est un des premiers à s'abonner. Et on a cette lettre qui est adorable parce que pendant 3 heures, je crois que c'est la première de Péléas et Mélissande de Debussy. Proust, le vrai, pas le narrateur de la recherche, c'est dans les lettres, est debout devant son mur, le cornet acoustique à l'oreille, et doit écouter pendant 3 heures la création de Debussy.
Et il raconte, il y a un moment, c'est devenu fabuleux. Une énorme vague, une vague de sons, de bruit qui emportait tout. Et j'étais transporté. Et c'est seulement là qu'il comprend qu'en fait, c'était l'entracte et les applaudissements. Pourquoi ce baratin? Donc, numérique, je m'en vais à Montréal. Faut que je vous montre ma valise. Je l'ai acheté 29 balles à Auchan. Et bien parce qu'il y a 4 roulettes, c'est une coque plastoc. Je pense que la fermeture éclair fera pas 10 ans, mais puis dedans il n'y a pas de séparation, rien. C'est vraiment le minimum. J'ai rajouté le scotch pour la reconnaître sur le tapis, mais rouge fluo comme elle est. Ça ira. Et donc à Montréal, on va faire ça. Parler du numérique. Et moi, c'est ça qui me tracasse. C'est-à-dire, le numérique se dissout. Il est dans tous nos usages. Ces petits machins nous semblent tellement loin. Et dans cette dissolution, que devient notre tâche littérature? C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de regarder le déplacement numérique pour ce qu'on cherche à établir ou à travailler en littérature. Et pourtant, ce déplacement du média, de la fabrication, du support, l'outil même de l'écriture et la façon de penser le présent naissent depuis leur immersion dans ce bain du numérique. Et c'est là où, dans le livre de McLuhan, ce moment où Graham Bell, à cause d'une simplification de journaliste ou d'une erreur de traduction, se trouve en possession de inventer le téléphone. Pour moi, c'est ça qui m'est resté collé là dans le petit fond de tête jusqu'au point de faire une vidéo aujourd'hui. J'aurais pu l'écrire, ce texte. J'étais au bord. Je préfère cette dispersion, cette fragilité, risque. Je sais pas. Qu'est-ce que je joue de moi-même mieux ici que par l'écriture? J'en sais rien. Je ne vais même plus me poser la question. Et à un moment donné, il faut être aveugle. Et c'est cette question de l'aveuglement qui est importante. Comment, dans ces déplacements qui se sont accumulés en 15 ans, rajoutons l'ordinateur, mon premier, peut-être même là d'ailleurs, non, je ne l'ai pas là, 30 ans exactement, en 1988, mon premier Atari 1040. Première connexion web, 96, premier site, 97, donc plus de 20 ans de web en continu. C'est rien, cette micro-histoire. Comment, aujourd'hui, sur des choses qui ont accumulé autant de décalage, de bascule technique, disparition de ce qui permet d'écouter la musique, à même pas 140 ans de la magie d'Edison, s'en foutre du téléphone parce que on s'en sert avec de tout, sauf que la question de la voix est devenue tellement... Comment on serait capable de comprendre notre présent? Peut-être que dans 30 ans, ceux qui viendront lire nos travaux ou retrouveront, exhumons cette impro, auront des moyens conceptuels de la contextualiser. Est-ce qu'on a quelques certitudes possibles que ce soit quand sur quelque chose de tellement plus élémentaire, comment l'année 1875, le livre de Helmholtz, qui travaillait sur sa fascination de la musique, sa fascination du chant, et est-ce qu'on peut synthétiser une voyelle, et est-ce que le fait de synthétiser une voyelle nous rapproche du mystère de la voix? Et puis ce type qui est de l'autre côté du monde, pour une fausse information, en travaillant sur autre chose, découvre la possibilité d'un téléphone électrique. D'ailleurs, peut-être ce serait même ça la conclusion. Combien de temps ça a mis pour disparaître l'expression téléphone électrique? Et ce serait peut-être ça l'achèvement du parcours. L'expression téléphone électrique. Combien de temps elle a mis à disparaître? Vous l'avez déjà utilisé, pour vous, l'expression téléphone électrique? Ouais, évidemment, on dit, t'as pas un chargeur? Comme dans les gares, vous savez, on met des gens qui pédalent sur des trucs pour recharger leur téléphone. Et où on est? Dans l'expression téléphone électrique, il y a la qualification qu'aujourd'hui
on utilise encore pour dire littérature numérique? Est-ce qu'on n'est pas déjà dans le moment où on est passé à un au-delà, et tout simplement qu'on est encore à nager parce que, comme Bell avec son invention, on ne sait même pas à quoi ça peut servir. J'y arrive, Montréal. C'était la 2 du petit parcours. Je ne sais pas du tout ce qu'il y aura ensuite, puisque les copains, je les retrouve jeudi matin, en fait.